Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, les recherches qu'on effectue au laboratoire de mécanique des solides dans le domaine des matériaux intelligents. Alors intelligents, non pas parce que ces matériaux ont la capacité de penser par eux-mêmes, mais plutôt parce qu'ils ont des propriétés exceptionnelles, inhabituelles, par rapport aux matériaux que vous avez l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Donc, typiquement, si vous prenez un trombone et que vous le déformez, vous allez avoir beaucoup de mal à le remettre en forme. Avec un matériau intelligent, un tel trombone pourrait reprendre sa forme seule sous l'effet de la chaleur. De même, avec des matériaux intelligents, toutes vos tablettes tactiles, téléphones, surfaces pourraient soudainement sortir en 3D et puis vous donner des impressions de relief en 3D quand vous pianotez dessus. Alors avant de vous en dire plus sur les secrets de ces matériaux, je voudrais déjà revenir à la notion même de matériaux pour qu'on comprenne bien tout le chemin qui a été parcouru pour en arriver à ces nouveaux matériaux. Donc si on demande à un chimiste de nous donner une classification des matériaux disponibles, on va nous donner un tableau de cette sorte-là, avec en haut tout ce qu'on peut trouver disponible dans la nature, donc du bois ou encore des minerais ou métaux purs, et puis en bas des matériaux que l'homme synthétise lui-même, comme tout ce qui est pétrochimie, plastique ou encore alliage métallique. On peut aller encore plus loin dans cette classification et séparer les matériaux inorganiques de l'organique. Ça vous servira principalement pour la troisième présentation d'aujourd'hui. Les matériaux organiques, ce sont des matériaux dont les molécules sont principalement constituées d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Donc voilà les matériaux qui étaient à l'origine disponibles pour les ingénieurs. Maintenant, si on demande à un ingénieur de sa conception des matériaux, il va plutôt voir des aspects de performance. En gros, quels matériaux j'ai besoin d'utiliser pour mon application particulière. Et avec les besoins d'obtenir toujours des matières plus résistantes et plus légères pour des questions d'efficacité énergétique, eh bien, les ingénieurs ont été amenés déjà à mélanger entre eux ces différentes classes de matériaux. C'est ce qui a donné naissance aux composites. Ça, normalement, vous connaissez les fibres de carbone qui sont très résistantes et qui sont maintenues entre elles avec une matrice très légère de plastique. Ça vous donne des fibres de carbone pour les skis, par exemple, des parties de voitures. Et puis bientôt, on en trouvera aussi dans les avions de ligne. Une autre façon de gagner encore en performance énergétique, c'est de jouer à l'échelle microscopique sur les matériaux en les architecturant. Alors le concept est très simple, ça reprend un peu même le concept de la tour Eiffel. On voit bien que dans la tour Eiffel, on n'a pas un matériau plein, on a plutôt des poutres, un espèce de treillis. En fait, dans ce matériau, on n'a conservé que les poutres qui sont utiles pour soutenir la structure. On a enlevé tout ce qui ne servait à rien. Et bien ça maintenant, avec les progrès de l'impression 3D à l'échelle nano, on a la capacité de créer ici des cellules unitaires d'environ 30 microns par 30 microns. Ça, c'est la cellule unitaire du matériau. Et une fois que ça sera qu'on l'aura développé dans les trois directions, vous aurez un matériau, vous ne verrez pas qu'il est plein de vide, mais il sera effectivement plein de vide et il n'aura à l'intérieur que les poutres utiles pour la tenue structurelle. Alors ça, malgré tout, ça reste des astuces très utiles pour la conception, mais ça reste des matériaux qu'on appelle classiques. Alors pourquoi classiques? Parce qu'on a au niveau des actions et réactions une séparation physique entre les phénomènes. C'est-à-dire que si j'appuie sur ces matériaux, ils vont se déformer, et c'est tout. Et si je veux obtenir un courant, je serai obligé d'appliquer un champ électrique. Je n'ai pas de croisement entre les domaines physiques d'action-réaction. Alors ça, c'est un peu limitant pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'applications plus avancées qui aimeraient bien pouvoir en avoir plus de la part des matériaux, et en particulier éviter de perdre de l'énergie pour justement dépasser ces barrières physiques. Et c'est là qu'interviennent justement les matériaux intelligents. Le propre d'un matériau intelligent, c'est qu'il va autoriser les couplages multiphysiques. C'est-à-dire, si je reviens sur ça, je vais être capable d'obtenir un courant en mettant un effort simplement, donc je ne perds pas d'énergie en faisant la transition. Alors des matériaux intelligents, ça a été développé au moment de la conquête spatiale, puisque c'était plutôt ces applications avancées du type télescope Hubble ou navette spatiale qui avaient besoin de ce genre de matériaux. Et maintenant, vous en trouvez même chez vous.
tout simplement, dans votre balance de salle de bain, vous avez un matériau intelligent qui est piézoélectrique. Quand vous montez sur votre balance, vous appliquez un effort dessus. Ça déforme le matériau, mais au lieu de seulement le déformer, ça va également créer une tension électrique qui va ensuite être convertie en information de poids. Alors, on a fait le tour des matériaux qui étaient intrinsèquement intelligents, on les connaît tous, a priori il n'y en a pas d'autres qui puissent encore être découverts. Et la tendance à l'heure actuelle maintenant, c'est d'architecturer nous-mêmes, de composer nous-mêmes ces matériaux intelligents. C'est-à-dire qu'on va prendre des matériaux qui à la base ne sont pas intelligents, les mettre ensemble pour leur donner la possibilité d'effectuer des couplages multiphysiques. Donc un exemple très clair pour expliquer ce concept, c'est celui des polymères électroactifs. Si on prend deux plaques métalliques qu'on relie à une pile relativement élevée, de 4000 volts, on va créer un champ électrique qui va séparer des charges positives des charges négatives sur chaque côté. Maintenant, comme les plus attirent les moins, ces deux plaques vont avoir tendance à vouloir se rapprocher. Et si à l'intérieur, je viens placer un polymère, c'est-à-dire un matériau mou, on va avoir des grandes déformations, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Donc on a bien à nouveau un couplage multiphysique, c'est-à-dire un courant qui permet d'avoir de grandes déformations. Alors ça, c'est relativement bien maîtrisé. On est capable de faire des structures, de prévoir la façon dont elles vont fonctionner. En revanche, en termes de transfert technologique, le besoin énergétique de 4000 volts n'est pas forcément très réaliste. C'est pour ça qu'on n'en voit pas ni dans les applications de pointe, ni dans les applications de la vie de tous les jours. C'est beaucoup trop gourmand et voire même dangereux pour les applications. Alors, au laboratoire, en revanche, il y a un autre concept de matériaux intelligents qui nous intéresse beaucoup et qui a énormément de potentiel et dont Patrick a parlé, ce sont les élastomères magnétorhéologiques. Alors effectivement, avant d'aller dans les détails de ce nom barbare, je vais vous expliquer un peu les concepts qu'il y a derrière et un peu toutes les astuces que je vous ai présentées jusqu'à maintenant et qu'on a reprises pour développer ces matériaux. C'est tout d'abord un matériau qui est composite. On prend un silicone à l'état liquide, alors le même silicone biocompatible que vous avez dans vos gants de cuisine par exemple, et puis on va venir y mélanger des particules métalliques de quelques microns de diamètre pour obtenir un matériau composite. Donc on voit ici des particules métalliques uniformément réparties dans cette matrice. Ce matériau-là, il a aussi la possibilité d'être architecturé. C'est-à-dire que si je suis encore à l'état liquide ici de mon mélange, je viens placer ça à l'intérieur d'un aimant, d'un électroaimant, les particules vont s'aligner avec le champ magnétique et on va être capable de créer des chaînes de particules qui vont rester bloquées lorsque la matrice se solidifie. Et puis enfin, c'est bien un matériau intelligent dans le sens où lorsque je le place à l'intérieur d'un champ magnétique, on va pouvoir provoquer une déformation sans appliquer d'effort dessus. Donc on a bien encore à nouveau cette notion de couplage multiphysique. Alors comment ça fonctionne ? En fait, la matrice dans laquelle sont dispersées les particules, elle est complètement insensible au champ magnétique. Elle ne le voit pas du tout. Et par contre, les particules, elles réagissent très fortement avec ce champ magnétique. Lorsqu'on applique le champ magnétique, elles vont vouloir se polariser, s'aligner avec ce champ magnétique. Et donc, elles vont se déplacer, ce qui fait qu'elles vont entraîner la matrice dans leur mouvement. Et c'est ça qui va créer les déformations de ce matériau sous champ magnétique. Donc typiquement, si je prends une plaque d'élastomère magnétorhéologique et que je viens placer en dessous un aimant, on va voir directement apparaître des grandes déformations en dehors du plan. Vous allez avoir des creux, des vallées qui se créent. Et puis quelque chose qu'on ne voit pas forcément, qui se passe à une échelle très fine, c'est que les particules vont se déplacer sous l'effet du champ magnétique. En se déplaçant, elles vont empêcher la matrice ou modifier la façon dont la matrice se déplace autour des particules. Et ça va changer la rigidité de la matrice et donc sa rhéologie. D'où le nom élastomère magnétorhéologique. Ce sont en fait des élastomères dont la rhéologie ou la rigidité peut être modifiée par l'application d'un champ magnétique.
Donc avec ces deux effets physiques qui se passent lorsqu'on met un champ magnétique autour d'un élastomère magnétorologique, on voit déjà naître de façon très logique des applications du type surface interactive ou encore amortisseur variable, puisque lorsqu'on change la rigidité d'un matériau, on change sa capacité à absorber les vibrations, d'où la possibilité d'amortir variablement différents types de vibrations. Alors, par contre, ces matériaux-là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, on n'a pas d'application à l'heure actuelle, ni dans les domaines de pointe, ni dans la vie de tous les jours. La raison pour ça, c'est que la physique qu'il y a derrière, les couplages multiphysiques qui sont mis en jeu, sont en fait beaucoup plus compliqués qu'ils n'y paraissent. Si je reprends ce petit dessin, autour de chaque particule, lorsqu'elle se magnétise, elle crée elle-même son propre champ magnétique autour. Ce qui veut dire que je connais bien le champ que j'ai appliqué sur mon matériau. Par contre, localement, autour de chaque particule, et il y en a des milliers dans ce matériau, on va recréer un nouveau champ magnétique qui va perturber le champ magnétique des voisins, le champ magnétique de l'ensemble, et finalement, on a beaucoup de mal à connaître réellement le champ magnétique qui est dans cet échantillon. Alors c'est un peu dommage d'avoir laissé ce matériau avec tout son potentiel dans les cartons, et c'est un peu le défi qu'on s'est donné au laboratoire de mécanique des solides, c'est vraiment de se lancer dans la caractérisation très fine de ces matériaux pour aller les porter vers le transfert technologique. Donc pour ça, on a développé un laboratoire dédié à l'étude de ces matériaux en faisant développer un électroaimant sur mesure pour les caractériser. Donc cet électroaimant, il est relativement gros, hein, vous voyez ici, ça prend à peu près cette taille-là. Ce n'est pas une question de puissance qu'on a besoin dans cet aimant, c'est plutôt besoin d'un champ uniforme dans une zone suffisamment grande. Et on a besoin d'une zone grande pour venir y mettre des machines qu'on développe au laboratoire qui vont venir maintenir nos échantillons d'élastomères magnétorologiques avec toute l'instrumentation qu'il y a derrière pour mesurer les efforts, les déformations et les champs magnétiques qui se trouvent dans ces échantillons. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle faire des essais couplés pour aller comprendre les couplages multiphysiques dans ces matériaux. Donc notre démarche est la suivante, on fabrique nous-mêmes nos matériaux, on s'amuse avec l'architecture pour changer la microstructure de ces matériaux. On vient ensuite les tester dans ce dispositif expérimental dédié que je viens de vous montrer et ça va nous donner des courbes de comportement de ces matériaux. On voit typiquement ici un petit exemple. Là, les petits dessins représentent les différentes microstructures. En fonction des microstructures, j'ai des réponses différentes de ces matériaux. Et cette étape expérimentale, elle est indispensable pour aller plus loin et aller vers le développement d'équations qui vont permettre de décrire le comportement de ces matériaux. Alors ces équations, je ne sais pas si vous connaissez leur nom, ça s'appelle des lois de comportement. Vous en avez peut-être plus l'habitude puisque vous savez qu'on est tous capables à l'heure actuelle de designer une voiture dans un code de calcul, de l'envoyer s'écraser contre un mur et de prédire exactement comment elle se déforme. Ça, c'est exactement possible parce qu'on a la loi de comportement du matériau constitutif des voitures. À partir du moment où je suis capable de rentrer cette équation dans le code, je peux prédire le comportement d'une structure et donc aller plus loin vers les applications. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec la difficulté supplémentaire qu'ici, on a du couplage multiphysique. Ce n'est pas seulement un effort qui provoque une déformation, c'est aussi des champs magnétiques complexes à l'échelle des particules du matériau. Donc une fois qu'on aura bien implémenté ces lois de comportement dans des codes de calcul, on pourra procéder comme les ingénieurs en automobile, c'est-à-dire représenter une structure. Là, je reprends l'exemple de notre plaque avec l'aimant en dessous. Modéliser ça par élément fini dans un code de calcul et puis prédire exactement comment une structure, ou plutôt une plaque magnétorologique, va se déformer sous l'effet d'un champ magnétique appliqué en dessous. Donc toute cette étape fondamentale, elle va nous servir aussi pour aller encore plus loin, parce que ces matériaux ont encore plus de potentiel si on exploite leurs instabilités. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça nous arrange justement que ces matériaux ne se comportent pas si gentiment que ça. Lorsqu'on met des particules alignées sous forme de chaîne verticale perpendiculairement au champ magnétique, on va avoir un effet énorme de compas, comme l'aiguille de votre boussole, qui va vouloir se réaligner avec le champ magnétique, et ça va entraîner de larges déformations pour un coût énergétique de champ magnétique extrêmement faible.
De même, si on vient déposer une couche d'élastomère magnétorologique sur un substrat qui, lui, n'est pas du tout sensible au champ magnétique, on va avoir aussi un phénomène d'instabilité qui vient d'une compétition entre le champ magnétique qui cherche à s'attirer cette couche magnétorologique et puis, tandis que le substrat, lui, veut garder cette surface magnétorologique bien collée sur lui. Et donc ça donne naissance à des rugosités énormes pour un très faible coût magnétique également. Donc voilà un peu le panorama des recherches fondamentales qu'on fait au laboratoire de mécanique des solides. Ça peut paraître fondamental, mais c'est une étape qui est indispensable pour aller jusqu'au transfert technologique de ces matériaux et les appliquer à la vie de tous les jours. Donc pour terminer, je voudrais juste vous donner un panorama des multiples possibilités offertes par ces matériaux. On a vu qu'on était capable d'obtenir de larges déformations avec très peu de champ magnétique, donc ça c'est très intéressant pour tout ce qui est application dans le domaine des muscles artificiels. On est capable de modifier la rugosité d'une surface. Ça, c'est intéressant pour nos collègues du biomédical qui ont découvert que les cellules se développaient différemment en fonction de la rugosité de leur substrat. Donc, on pourrait faire varier la rugosité des substrats pendant la croissance des cellules. On a évidemment, ça on l'a déjà bien vu au cours de la présentation, beaucoup d'applications en surface interactive. Donc, le braille interactif, on pourrait avoir des tablettes qui se rafraîchissent pour les malvoyants. Et puis, tout ce qui est notion de réalité virtuelle, quand vous touchez votre surface, elle pourra vous donner une sensation de retour 3D. Enfin, on pourrait également faire des structures magnétorologiques avec des pores. Comme on serait capable de les activer à distance, on pourrait modifier à distance la forme des pores et obtenir des structures du type filtre variable, par exemple pour des problèmes de dépollution active. Et puis, comme on a des matériaux souples, activables à distance, il y a également énormément de potentiel dans le domaine de la robotique. Voilà. Merci Laurence. Merci.